je voudrais d'abord souhaiter, en plus de la bienvenue à tous et à toutes, membres et non-membres du CELAT, un mot particulier d'accueil pour Madame Damour, pour Madame Filiatro et pour Madame Stinou et Monsieur Hugues Ngangu Ngata, qui sont des personnes extrêmement importantes pour toute l'organisation de ce colloque en termes de partenariat. J'aurai l'occasion de vous les présenter dans quelques secondes. Je voudrais aussi remercier avant toute chose tous les partenaires qui sont associés à cet événement très important dans la vie de notre centre. Donc, d'abord et avant tout, l'UNESCO, bien sûr, la Commission canadienne de l'UNESCO, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le vice-rectorat à la recherche et à la création de l'Université Laval, le vice-rectorat au développement et à l'exécutif à travers le projet Culture de M. Thierry Belguic, le vice-rectorat aux études et activités internationales de l'Université Laval, la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, la Faculté des sciences sociales, la Faculté de foresterie, géomatique et géographie, les musées de la civilisation, l'ITIS, la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord et bien sûr l'Hôtel Château-Laurier avec qui nous avons eu à travailler, avoir toutes nos petites exigences et qui sont vraiment une très belle équipe et formidable. Donc, sans plus tarder, je vous introduis Madame Damour, vice-rectrice à la recherche et à la création de l'Université Laval. Madame Damour possède un baccalauréat en sciences et génie mécanique et un MBA de l'Université Laval, ainsi qu'un doctorat en mathématiques appliquées. Que fait-elle avec nous? Et génie industriel de l'École polytechnique de Montréal. Et depuis juillet 2012, Madame Damour est vice-rectrice à la recherche, donc et à la création. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada intitulée Planification de réseaux de création de valeur durable dans l'industrie forestière et de la chaire de recherche industrielle Collaborative Integration and Synchronization of the Forest Product Supply Chains. Don't ask me what it is. Elle est aussi directrice scientifique d'un réseau de recherche national, le réseau VCO, et préside le conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec. J'avoue que je suis impressionnée du cumul de toutes ces fonctions très importantes. Madame Damour, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire qu'il y a quelques fonctions que j'ai laissées aller depuis ma nomination au poste de vice-rectrice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame la directrice sortante du programme pour une culture de la paix, de la non-violence et du dialogue interculturel et l'UNESCO. Bonjour, Madame la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Madame la directrice du CELA. Chers collègues, chers conférenciers, conférencières, quel plaisir d'être avec vous ce matin. Et de prendre le relais de mon recteur qui aurait grandement souhaité être avec vous pour vous adresser la parole. Mais il y a des petits plaisirs dans la vie comme ça qui me reviennent. Lorsqu'il est pris ailleurs, je peux venir vous rencontrer et c'est avec le plus grand plaisir que je le fais. D'ouvrir ce colloque qui nous plonge au cœur d'un enjeu qui touche de près toutes les sociétés contemporaines et leurs citoyens, soit celui de la diversité. C'est un enjeu qui occupe également notre université au premier plan, qu'on la considère comme institution d'enseignement supérieur ou lieu d'avancement des connaissances de la recherche, ou encore comme micro-société. Vous savez, tout près de 50 000 personnes sur le campus de l'Université Laval, ce qui très certainement est un groupe de personnes conséquent et qui vit au quotidien cette question de la diversité, ou encore comme acteur social important engagé dans la grande région de Québec et au Québec en particulier. Vous savez, la question de la diversité, c'est un enjeu qui me touche personnellement.
J'ai participé notamment au Gender Summit, ce grand sommet qui se préoccupe de cette question de la diversité, notamment en lien avec les genres. Je suis aussi, on vous l'a dit, très active sur de nombreux conseils d'administration et j'ai au quotidien cette réflexion sur la diversité, la représentation des gens, des personnes de toute origine, de toute culture, de tout âge. Et je peux vous dire que je me fais une ardente défendeure, excusez, là, j'ai défendresse, je ne l'ai pas du tout. Alors, merci, j'ai des bons supports ici de cette question et peut-être encore plus personnellement dans mes équipes de recherche. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir de belles équipes de recherche à une époque. Plus d'une dizaine, des chercheurs venant de plus d'une dizaine de pays, de cultures différentes étaient représentés au sein de mon équipe. Et j'ai vécu cette question de la diversité d'une façon bien simple, comme toute personne. Et je la vis à la maison, étant mariée à un Suédois et vivant encore cette fois cette question-là. Et c'est un débat de tous les jours à la maison, mais ça, on fait pas ça au Québec, mais on fait ça en Suède, puis en Suède, on fait pas ça, puis etc., et avec beaucoup d'amour, évidemment. Alors, pour vous dire que, évidemment, la diversité des genres, des savoirs et des modes de pensée, ou encore la diversité linguistique, culturelle, éthique ou religieuse, se vit au quotidien sur notre campus et définit bien des projets de formation, d'innovation, de recherche ou de développement. C'est d'ailleurs par souci de valoriser, de préserver, de promouvoir cette riche diversité que nous avons lancé le projet Culture, qui vise notamment à faire de la culture, définie comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou une communauté, une dimension transversale au développement de notre université. C'est donc dans un contexte particulièrement fertile que prend ce colloque et d'emblée, je veux remercier le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions, qu'on connaît sous le nom du CELAT, de vous avoir rassemblés afin de faire l'état des lieux, des représentations et expériences du vivre ensemble dans les sociétés contemporaines. Le CELAT est certainement le lieu idéal pour réfléchir aux formes élargies de la différence dans le monde d'aujourd'hui, avant de sortir des sentiers battus pour repenser la diversité sous une lumière nouvelle et interdisciplinaire. Le CELAT est lui-même caractérisé par une grande diversité des modes de production de connaissances. C'est vraiment un lieu où se vit au quotidien l'interdisciplinarité. Plus de 16 disciplines sont représentées dans sa communauté, qui sont rattachés à 3 universités différentes, soit l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec à Chicoutimi, dont je salue les représentants ici aujourd'hui. On parle aussi d'ouverture chaque fois qu'on parle du CELAT, qui, vous devez savoir, fut le tout premier centre de recherche reconnu à l'Université Laval en sciences humaines et sciences sociales. Il a été reconnu en 1976. Depuis, le CELAT s'est affirmé comme un pôle d'excellence sur la scène internationale, en démontrant, entre autres, une rare capacité de renouveler ses thématiques de recherche. Vous savez, un centre de recherche qui vit au fil du temps, c'est parce qu'il a cette grande préoccupation de renouveler sa programmation de recherche, de l'actualiser, et je veux très certainement saluer ce travail qui est fait de façon excellente au CELAT. L'an dernier, on l'a vu, lorsque le CELAT a rassemblé une centaine de chercheurs pour discuter de diversité culturelle sous le thème « Lieu de passage et vivre ensemble » dans le cadre du 81e congrès de l'ACFAS, qui était présenté à l'Université Laval, un grand événement, je peux vous dire, qui a mobilisé, entre autres, la présidente, la directrice scientifique du CELAT, qui a été présidente, qui a co-présidé le congrès. On voit encore aujourd'hui le leadership du CELAT avec cette proposition de discuter de la notion du vivre ensemble. Et on la voit prendre une place de plus importante dans l'espace public et j'en suis très heureuse.
Alors, pour conclure, une telle pertinence pour nous est synonyme d'excellence et je veux vraiment profiter l'ensemble de l'équipe du CELAT, tous les chercheurs, les étudiants, les étudiantes, les postdoctorants, les professionnels de recherche, toute cette belle équipe pour le travail exceptionnel qu'on y fait et évidemment sa directrice, Madame Francine Saillant, qui tous les jours travaille à faire reconnaître l'expertise, les retombées, les réussites du CELAT et je peux vous dire qu'elle est une ambassadeur, aidez-moi encore, ambassadrice de premier plan. Je remercie également l'UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO, le Conseil de recherche en sciences sociales du Canada et l'équipe du projet Culture pour le soutien qu'ils ont apporté à la tenue de ce colloque international qui vient réaffirmer le leadership du CELAT sur la scène internationale. Enfin, un grand merci à tous les membres du comité scientifique. Sans vous, la programmation ne serait pas celle qu'elle est. Je peux vous dire que quand j'ai vu la qualité du programme, la diversité des thèmes qu'on y discute et des personnes qui sont venues pour en discuter, j'ai grandement apprécié. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon séjour à Québec, un bon colloque, de bons échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'introduis Madame Filiatro, donc secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO depuis septembre 2014. Donc, c'est de toute nouvelle fonction. Madame Filiatro est directrice gestion du portefeuille auprès du ministère du Patrimoine canadien depuis 2011 et à ce titre, elle a été appelée à collaborer étroitement avec des organismes artistiques, culturels et patrimoniaux. Madame Filiatro était auparavant directrice générale adjointe et directrice de l'élaboration des programmes auprès du Réseau canadien d'information sur le patrimoine, où elle a dirigé le renouvellement de l'élaboration des programmes et la modernisation des musées virtuels du Canada. Elle a organisé le premier symposium sur le patrimoine numérique du RCIP à Beijing en Chine, de même que le deuxième symposium qui s'est tenu conjointement avec les Jeux olympiques d'hiver et les Olympiades culturelles de Vancouver. Elle a également occupé le poste de chef éducation et programmes publics au Musée des beaux-arts du Canada et elle a siégé au conseil d'administration du Comité international Avicom et de l'ICOM, le Conseil international des musées pour les moins familiers. Et Madame Filiatro est titulaire d'un baccalauréat en histoire et théorie de l'art de l'Université d'Ottawa et diplômée du Gettys Museum Leadership Institute. Madame Filiatro. Distingués collègues de l'UNESCO, Madame la vice-rectrice, Madame la directrice du Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom de la Commission canadienne pour l'UNESCO, il me fait plaisir d'inaugurer ce matin l'ouverture du colloque international de la CELAT sur le thème « Représentation et expérience du vivre ensemble dans les sociétés contemporaines, un état des lieux ». La Commission est fière de s'associer à ce colloque qui offre des nouvelles pistes de réflexion qui seront présentées et discutées au cours des prochains jours. C'est en tant que catalyseur d'idées que la Commission agit concrètement au sein de la société avec ses nombreux partenaires et par le biais de ses nombreux réseaux. Ces divers travaux et interventions sont guidés par des valeurs d'équité, de paix et de durabilité. Valeurs que nous croyons à la Commission essentielles au développement de sociétés inclusives et résilientes. C'est en 2013, lors de la réunion du lancement de la décennie internationale du rapprochement des cultures au Kazakhstan, que la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, affirmait, et je cite, « Dans un monde de plus en plus fragile, nous devons tous renouveler notre engagement en faveur du dialogue, de la tolérance, de la réconciliation et de la compréhension. Il ne suffit pas de vivre ensemble. Les sociétés doivent grandir ensemble. Il ne suffit pas d'échanger, nous devons partager. » Fin de la citation. Vivre, grandir, échanger, partager. On comprend que vivre en tant qu'individu dans des sociétés plurielles est un processus visant le développement humain et que vivre est une action de mobilisation
qui, lui, ne se saisit que dans la réalité sans cesse changeante de sa complexité et de sa diversité. Les récents et tristes événements qui se sont déroulés à Ottawa ont suscité sur les réseaux sociaux des commentaires qui démontrent que le respect et l'ouverture sont plus que jamais essentiels à une compréhension juste et éclairée d'événements comme ceux-ci. Du point de vue de la Commission, la représentation et la compréhension de cet ensemble doivent être porteurs d'une vision de la diversité culturelle au Canada. Le Canada soutient la diversité culturelle et s'en est fait l'ardent promoteur en devenant le premier pays à ratifier en 2005 la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La Commission catalyse les forces de ses membres et d'une société civile engagée pour faire grandir notre société dans le respect et la richesse de sa diversité culturelle. La semaine dernière, l'exemption culturelle dans l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne a été rendue publique. Une entente qualifiée d'historique, notamment parce qu'elle fait explicitement référence à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, et ce pour la première fois depuis 10 ans. Cette exemption représente une avancée pour la protection de la diversité culturelle qui est reconnue au même titre que la protection de la santé publique, de la sécurité et de l'environnement comme un objectif légitime des politiques nationales que les dispositions de l'entente ne peuvent entraver. Si on peut vivement saluer cette exemption, elle nous permet aussi de mesurer l'énorme travail qui nous reste à faire. La diversité culturelle, c'est un dialogue vivant, une reconnaissance de l'autre, de l'altérité, de sa propre identité fragmentaire au sein de sociétés plurielles. Mais comment alimenter ce dialogue et donner chapitre à toutes les voix? Comment susciter l'engagement de la population à prendre part à ce dialogue, à écouter la diversité des expressions formulées et à les respecter? Comment reconnaître cette diversité comme notre patrimoine commun? Permettez-moi de partager avec vous quelques éléments d'action concrète contribuant à la construction d'un mieux vivre ensemble. La Commission coordonne la Coalition canadienne des villes contre le racisme et la discrimination. Cette coalition offre aux 62 municipalités signataires, dont la Ville de Québec, notre ville hôte, une plateforme de choix pour favoriser le développement des communautés unies et libres de racisme et de discrimination. Par différentes stratégies d'éducation, de formation, de développement de politique et d'engagement des partenaires locaux, pour ne nommer que celle-là, la Coalition contribue à renforcer la capacité de notre société à protéger et à promouvoir les droits de la personne et de la diversité dans son sens large. Les villes peuvent ainsi édifier des sociétés inclusives et respectueuses où toutes et tous ont une chance égale de participer à la vie économique, sociale, culturelle, récréative et politique de leur municipalité. La coalition permet en quelque sorte de développer des actions et des pratiques de responsabilisation sociale. Également, la Commission supervise actuellement la publication d'un numéro spécial de la revue Diversité canadienne qui sera publié au printemps 2015 et qui porte sur les questions de diversité, d'immigration, d'intégration et de multiculturalisme. Ce numéro spécial consacré à la Coalition étudiera le travail des municipalités, les difficultés qu'elles doivent surmonter et leur réussite, et se tournera vers la prochaine décennie de la Coalition au Canada. Notre action dédiée à un mieux vivre ensemble se réalise auprès des citoyens de tout âge, notamment auprès des jeunes. Le personnel enseignant et les élèves de notre réseau de 69 écoles associées de l'UNESCO, réparties dans 7 provinces, expérimentent concrètement la découverte de l'autre et le mieux vivre ensemble. Par exemple, au Manitoba, des écoles UNESCO dont Al-Hajira Islamic School, Saint-Émile Catholic School, John Pritchard Public School, Niki Makwa Aboriginal School et Brock Carrington, une école bilingue anglais-hébreu, se réunissent 2 fois par année pour tenir des ateliers axés sur la découverte des pratiques religieuses et culturelles de l'autre communauté. Évidemment, le cyberespace et les médias sociaux contribuent aussi à ce travail d'éducation.
Le partenariat de la Commission avec l'ONG canadienne Journalistes pour les droits de la personne a permis de former des jeunes autochtones au nord de l'Ontario au métier de journaliste. Cette initiative a permis d'outiller cette communauté pour qu'ils puissent eux-mêmes parler de leur réalité et de leur communauté. Des projets de ce genre permettent une couverture médiatique plus diversifiée au Canada. Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives de la Commission et de la portée de ses travaux sur le mieux vivre ensemble de la société canadienne. Nous ne pouvons miser sur l'atteinte de l'équité, encourager des avenirs durables et favoriser la paix sans l'engagement civique. Cette idée d'engagement est aussi très forte au sein du Conseil des arts du Canada, dont relève la Commission. Nous devons nous assurer que le résultat de vos recherches soit communiqué afin de favoriser une plus grande compréhension des enjeux sociétaux et d'inspirer l'action. Nos travaux, tant ceux de la Commission que les vôtres, doivent servir à construire un monde meilleur et dans la société actuelle où les nouvelles technologies modifient nos comportements et nos habitudes, nous devons davantage miser sur la mobilisation désormais accrue de la société civile afin de bénéficier des nouveaux réseaux d'influence qu'elle met en place. Nous devons le faire, bien entendu, en reconnaissant clairement les changements démographiques, le métissage des cultures, les inégalités socio-économiques et les transformations environnementales. Il y en a beaucoup. Pour conclure, j'aimerais vous souhaiter un bon colloque et que vos discussions trouvent une forte résonance au sein de la population. Merci beaucoup. Merci, Madame Filiatro. Nous allons maintenant entendre Madame Katharina Stenu, directrice sortante du programme pour une culture de la paix, de la non-violence et du dialogue interculturel à l'UNESCO. Elle a été directrice de la plateforme intersectorielle sur la contribution au dialogue entre les civilisations et les cultures et à une culture de la paix UNESCO. Katharina Stenu a fait des études supérieures de philosophie et elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation soutenu en 1990 à la Sorbonne, consacré à la communication interculturelle. Depuis son entrée à l'UNESCO en 1992, Katharina Stenu a été chargée de cette thématique sous divers angles. Elle a été directrice de la division des politiques culturelles et du dialogue interculturel au secteur de la culture UNESCO de 2000 à 2011 et a entre autres coordonné les travaux d'élaboration de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en 2001, ainsi que ceux de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en 2005. Elle a également développé des cadres conceptuels et opérationnels stratégiques sur le dialogue interculturel en tant que corollaire de la diversité culturelle. Depuis le 1er avril 2011, elle a été responsable de la plateforme intersectorielle et à la contribution au dialogue entre civilisation et culture, et encore une fois, à une culture de la paix. Katharina Stenu fait partie de différentes institutions de recherche et intervient régulièrement dans des colloques, des séminaires, des tables rondes consacrés à tous ces sujets et pour lesquels elle a publié et coordonné plusieurs ouvrages. Et je dois dire qu'elle a joué un rôle absolument fondamental dans la réalisation de ce colloque à travers le partenariat avec l'UNESCO et la Commission canadienne, et nous lui devons beaucoup. Madame Stenu. Vous avez placé la barre très haute. Bonjour à tout le monde et merci pour votre accueil chaleureux. Je suis chez moi quand je viens ici, vous devez le savoir. Depuis le temps qu'on a travaillé pour la déclaration et la convention sur la diversité culturelle, je le dis vite, même si ce n'est pas le terme très précis, et quand je m'adresse aux intellectuels, il faut que je fasse très attention aux mots, mais je suis vraiment soulagée parce qu'on se comprend par le dit et le non-dit, ce qui compte énormément quand on parle de la diversité, parce qu'il y a plusieurs langages pour dire et ne pas dire peut-être.
Donc, être grâce au cela parmi vous aujourd'hui pour aborder des questions aussi actuelles que passionnantes me procure une joie particulière et un honneur dont je voudrais vous remercier très sincèrement avant de partager quelques réflexions avec vous. Vous avez compris par l'introduction un petit peu trop épaisse, trop flatteuse que vous m'avez faite, Madame la directrice, que mon activité à l'UNESCO, que je viens de quitter il y a quelques mois seulement, mais elle m'habite toujours. Et tout ce que j'ai fait, et les orientations données sont toujours là, je suis ravie. D'ailleurs, je suis tout émue de voir Hugues, mon jeune collègue qui prend le flambeau, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle et beaucoup de dévouement. Bravo Hugues, continuez ainsi. Donc, vous avez compris que mon activité à l'UNESCO s'était située à l'intersection du monde de l'esprit, pour le dire vite aussi de la création, d'une part, et du monde politique, d'autre part. Mes fonctions donc m'ont offert le privilège de côtoyer chercheurs, journalistes, artistes et écrivains, aussi bien que responsables politiques et même des chefs d'État, très souvent. J'ai eu ainsi la bonne fortune de pouvoir servir de truchement, de passerelle, de médiateur entre deux mondes dont les chemins ne se croisent pas régulièrement. Il y a un narcissisme auprès des intellectuels. Ils ne veulent pas très facilement se mettre au service du politique parce qu'ils trouvent leurs propos travestis, mal compris, et mal interprétés et mal appliqués. Les autres, pareil, ils ont un autre narcissisme et une autre suffisance. Pour autant, ils m'ont offert cette grammaire culturelle et politique qui me permet aujourd'hui de mieux voir, de mieux dire et de mieux faire entendre les grandes causes d'aujourd'hui, résumées par le sujet de votre colloque « Vivre ensemble », qui s'inscrit dans votre tradition pionnière canadienne et québécoise sur la diversité culturelle, sans pour autant sacrifier les liens de ce qui fait société, c'est-à-dire vivre harmonieusement, vivre avec une certaine convivialité. Je voudrais vous dire également que ce terme de diversité culturelle nous a posé un problème très important parce qu'on était parti avec beaucoup de force et conviction là-dessus, mais on s'est vite rattrapé par une instrumentalisation du terme par plusieurs représentants de différentes cultures qui ont voulu justifier beaucoup d'exactions des droits de l'homme au nom de la diversité culturelle. C'est pourquoi on a dû revenir vite sur le pendant de la diversité culturelle, qui est le vivre ensemble, qui est le dialogue, c'est-à-dire désacraliser quelque part la diversité pour trouver du commun, du lien. C'est pourquoi je suis ravie et émue aujourd'hui que le Canada ne défend pas seulement la diversité culturelle aveuglément, mais il cherche à voir quels sont les lieux communs, quels sont les mots, la monnaie commune qui pourrait faire société au niveau local, au niveau régional et au monde. Sous forme de boutade, je vous rappellerai un slogan de mai 68 qui disait « assez d'actes, de mots ». Donc, puisqu'on est entre intellectuels, je crois que la réminiscence de ce slogan pourrait être bien pour faire un examen de conscience et voir si les termes que nous utilisons, soit comme intellectuels, soit comme politiques, soit comme décideurs, soit comme simples citoyens, sont des mots qui décrivent précisément le malaise de nos cultures, de nos concitoyens, de nos familles. Mais en même temps, il ne faut pas jeter un déluge de mots sur un désert d'idées, comme disait Buffon. Donc faisons attention sur ce que nous disons. Et enfin, je vous rappelle aussi Voltaire pour vous dire combien nous devons être mesurés quand nous utilisons de tels termes. N'employez jamais un mot nouveau, à moins qu'il n'ait ces trois qualités. Être nécessaire, être intelligible et, s'il vous plaît, sonore. Vous vous imaginez combien l'esthétique accompagne le reste. Donc je trouve que ces avertissements sont nécessaires
quand on s'adresse à un public intellectuel qui est public, des experts qui savent de quoi il s'agit, mais ils cherchent à voir d'autres angles d'attaque et en même temps comprendre où se situe la communauté internationale aujourd'hui et comment mieux s'y prendre. Vous m'avez facilité la tâche, Madame la secrétaire générale, pour l'UNESCO. Vous avez dit l'essentiel. Je vous dirai 2 mots parce que j'aurai le bonheur et l'honneur de revenir à discuter de toutes ces questions à la clôture de notre colloque le vendredi après-midi, où j'aurai amplement le temps avec vous de passer en critique sévère les termes que nous utilisons. Mais je ne peux pas ne pas faire 2 petits rappels de l'UNESCO qui compléteraient les vôtres afin de mieux nous permettre de nous situer dans le monde globalisé. Vous savez, bien sûr, que l'existence même, la raison d'être des Nations Unies, c'est le vivre ensemble. C'était le triste privilège de l'Europe d'avoir la Deuxième Guerre mondiale qui a conduit à la création des Nations Unies et qui essaye, par des accords politiques et économiques, de faire marcher le monde en paix et vers la paix. Mais une série d'agences, d'instances, dont l'UNESCO, il fallait s'occuper de l'esprit des gens, de ce qu'on appelle de soft power, pas des accords économiques et politiques seulement, mais ce qui se passe dans nos boîtes noires, qui sont vraiment inexplicables. C'est pourquoi l'UNESCO a la grande tâche de bâtir la paix dans l'esprit des hommes. Quand on dit ça, on pense qu'on est des missionnaires et les gens ne nous comprennent pas, ils prennent même de la distance parce qu'ils se disent laissez-le vivre dans leur propre monde, la réalité est bien différente. Mais quand on leur dit que c'est par la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, ils comprennent qu'il y a un engagement éthique. Et là, il ne faut pas jouer avec les mots. Il faut un engagement éthique. Le cynisme n'est pas pour ceux qui veulent travailler avec l'UNESCO et pour l'UNESCO. Et deuxièmement, il y a le savoir. Sans le savoir, on ne peut pas se présenter devant les jeunes, devant vous, et nous faire valoir. Ce sont des béquilles qui ne nous suffiront pas pour faire une longue marche. Et nous devons nous inscrire dans la longue durée par des micro-actions. Comment faire ce mélange chimique terrible, faire de la longue durée avec des micro-actions au quotidien et les faire valoir aux yeux des impatients politiques qui veulent être réélus à tout prix, c'est un grand secret. Donc, je vous rappelle, le mandat de l'UNESCO c'était, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter concernant l'UNESCO et vous dire 2 mots sur le colloque, c'est de promouvoir, et je verrais bien que vous reteniez l'adjectif féconde, la féconde diversité de cultures. On ne disait pas diversité culturelle, on disait la féconde diversité de cultures. The fruitful diversity of cultures. Excusez-moi l'anglais, mais c'est important parce que tout de suite, les pères fondateurs avaient compris qu'il ne fallait pas faire des sanctuaires culturels. Il fallait promouvoir, se protéger, se donner de l'espace pour pouvoir respirer, se développer, mais il comprenait que sans le contact qui pourrait donner la fécondité des cultures, ce développement n'était pas promis, n'était pas possible. Donc, promouvoir la féconde diversité de cultures d'une part, et pour répondre tout de suite aux États-Unis qui nous ont fait le procès au moment où on faisait la Convention de 2005, assurer la libre circulation des idées par les mots et par l'image. En 1945, on parlait déjà de la libre circulation des idées par les mots et par l'image. Donc, quelle modernité en même temps. Donc, les 2 en même temps. Respect de la diversité et liberté. Mais encore, les contradictions, mais la contradiction est dans la nature humaine. Bien sûr, le vendredi, je parlerai de tous les problèmes que nous avons rencontrés avec la culturalisation des conflits sociaux, avec le nivellement par l'intégration, l'assimilation et par la ségrégation au nom des particularismes. Mais toutes ces notions, vous les connaissez, vous les vivez, et nous en parlerons le vendredi prochain.
Notre credo et notre travail a toujours été, surtout dans mon propre département, de démontrer les effets bénéfiques de la diversité culturelle par la reconnaissance des emprunts et la valorisation des échanges, c'est-à-dire démontrer que chacune de nos cultures était tributaire à d'autres cultures, les faire apparaître, les faire savoir, les connaître, les reconnaître, les partager, et puis créer le goût pour les connaître. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas le savoir. Comment créer le goût? Et puis, promouvoir des politiques de vivre ensemble avec un credo encore, sans conflit de loyauté entre plusieurs appartenances culturelles. Ce n'était pas facile. Ce n'est même pas facile aujourd'hui. Promouvoir, dire aux uns aux autres que vous avez le droit d'avoir plusieurs appartenances culturelles, avoir une citoyenneté interculturelle ou plusieurs citoyennetés culturelles, ce n'est pas évident. Et c'est là, je crois, que le CELAT, les universitaires et les autres, et les politiques qui doivent donner de l'espace et des moyens, doivent s'expérimenter pour offrir cette possibilité, déculpabiliser les jeunes quand ils doivent faire un choix dramatique entre la culture de papa, de maman ou du pays d'accueil, ou je ne sais plus quoi. Si ceci est facile avec la langue, ou avec les coutumes, ou avec les traditions, ce n'est pas aussi évident avec la religion. Il faut aussi le reconnaître. Donc tout n'est pas évident. Mais il y a des manières pour, je crois, parvenir. Je pense maintenant, pour notre colloque, et je parlerai de tout ça comme je vous ai dit vendredi, qu'il serait très important de se poser les questions aussi bien en termes de contenu qu'en termes méthodologiques. J'ai laissé là, j'ai oublié mon petit bouquin. Il y a un petit livre que j'aimerais vous montrer, merci beaucoup, qui parle un petit peu de ce que vous êtes en train de faire. Ça s'appelle, la série s'appelle Les mots du monde. Les mots du monde. Il y a un groupe de chercheurs qui avait choisi quelques mots-clés qui préoccupent toutes les sociétés et qui écrivent sur une notion. Ici, par hasard, moi, j'ai celle de l'identité. Et ceux qui écrivent, c'est publié en même temps, dans toutes les langues qu'ils ont réunies. Ou plutôt, dans les langues de tous les auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ces petits bouquins. Je trouve l'idée très importante en termes méthodologiques pour ce que vous faites. Si nous arrivons, M. Fall, au lexique avec M. Ciblot, je ne sais pas s'il est là, ou... je pense que ce serait important de le garder quelque part dans un coin de notre tête. Et puis, la dernière chose, avant de vous laisser, et prendre goût des choses beaucoup plus importantes, c'est de prendre garde à l'emploi du terme « vivre ensemble ». Car, à force de le mettre dans toutes les sauces et pouvoir par là répondre à tant de mots de la pathologie, mots M-A-U-X, de la pathologie sociale, on risque de les rendre creux, vides, même caduques. Et il va prendre sa revanche si on n'est pas attentif. Je pense que ces retours réflexifs que nous allons faire, que vous allez faire, et je suis ravie de partager avec vous ces moments, doivent nous faire comprendre encore une fois la préséance de la justice sur les biens, du bien sur la justice, vous vous rappelez de Rawls, de Taylor, de Habermas et de tout ce monde, ou peut-être d'autres voix qui ne sont encore inédites. Je finis vraiment là en vous rappelant ce que Sartre avait dit en 1945. Ce n'est pas les Juifs qui fait l'antisémite, mais l'antisémite qui fait les Juifs. Ceci pour dire que si Sartre parlait des Juifs à l'époque, aujourd'hui on parle des musulmans, demain qui sait de qui on va parler, essayons de faire attention à l'usage de nos mots, de nos idées, parce que ce sont les mots parfois qui créent les phénomènes et non pas les phénomènes qui créent les mots. Merci beaucoup pour votre accueil et bonne chance à vos travaux et félicitations au CELAT. Au CELAT.